Très vif et très chaleureuse. Alors, moi, je vais jouer mon rôle plutôt pour parler du livre, hein, donc restons dans le livre. Et d'abord, je me fais beaucoup de plaisir pour introduire, je ne vais pas si dire ce livre, mais ce projet, parce qu'il avait commencé quand on était encore à la chaire à Passion. Pour plusieurs raisons, on n'a pas pu le continuer dans le cadre de la chaire, mais heureusement, comme aussi le CN2S qui nous permettait ça, et qui nous permet aussi d'avoir ce partenariat avec la Croix et des Cheveux. Alors, ce projet me fait beaucoup de plaisir. Je parle avec beaucoup de passion parce que je vais dire pourquoi il y a de la passion, parce qu'il y a le rural dedans, mais c'est aussi parce que c'est un projet qui tient au cœur de CNHR, qui a su aller jusqu'au bout, mais qui m'intéresserait aussi personnellement parce que ça parle aussi du rural. Je dirais le rural parce que dans les années 80, jusqu'aux années 80, le rural était à la limite, il monopolisait un peu même les publications dans la sociologie des sciences sociales au Maroc, pour plusieurs raisons très historiques sur l'héritage pasconien, etc., mais aussi pour des raisons très pragmatiques sur la place du rural dans la société. Et je pense que c'est des éléments qui sont très très importants. Aujourd'hui, on a tendance à vraiment folkloriser, si j'ose dire, les travaux sur le rural, et on a tendance à oublier cet héritage, mais du moins ne pas en prendre tellement compte. Pourtant, les réalités pragmatiques, entre guillemets, nous rappellent que la société marocaine reste encore fondamentalement rurale, de par sa démographie, de par la place de la politique dans le rural et de la politique rurale, et agricole en l'occurrence, mais aussi par, si j'ose dire, par ces structures sociales dont par CNHR sur lesquelles je reviens plus tard. Ça, c'est pour dire pourquoi aujourd'hui un livre, je ne vais pas dire qu'il récapitule, parce que pour moi ce n'est pas qu'un textbook. En tout cas, je me rappelle le projet en 2004, c'était le projet de textbook, mais ce n'est pas qu'un textbook. Je pense que même dans la tradition, si je veux dire, française, il y a pas de textbook en français. Et c'est vraiment dans la littérature anglaise où on trouve plutôt des textbooks. On est tout de même en face, si j'ose dire, d'un livre. Quand même, il fait 200 pages avant d'arriver au texte. Donc, c'est j'ose dire, pas quelque chose de coutumier dans le format textbook. Pour moi, c'est un livre qui apporte aussi une certaine récapitulation, un certain retour sur une certaine sociologie rurale, certes, parce qu'il est très très intéressant de situer aussi, je pense, les termes utilisés par CNHR, socio-anthropologie du rural au Maghreb et changement. Et je pense deux composantes très très fortes aujourd'hui pour les sciences sociales et pour les gens qui s'intéressent toujours aux sciences sociales dans le rural, à la fois sur ce côté maghrébin, parce que contrairement à ce qu'on pense, on partage énormément de choses avec nos collègues et nos voisins algériens, mais aussi tunisiens. On partage les langues, une certaine culture, on partage les religions, on partage un certain héritage colonial, et on partage aussi cette histoire des sociétés rurales, et ce que dit CNHR dans le texte, à travers des entrées. Et on partage énormément de structures sociales. J'ai eu beaucoup de chance à faire du terrain dans les deux pays, aussi bien en Tunisie qu'en Algérie. Et je pense que quand on fait vraiment du terrain et quand on lit le texte, il n'y a pas beaucoup de différences. Bien sûr, il y a des différences contextuelles, etc., mais des différences en termes d'interprétation, en termes de clés d'analyse, de structure, de morphologie, d'organisation sociale, telles que figurent
parallèle. Et ça me ramène à poser ma première question sur, juste en termes d'ouverture, de dire du Maghreb, est-ce que finalement on peut parler d'une entité maghrébine, aussi bien en termes de sciences sociales qu'en termes de société, parce que dire qu'il y a du Maghreb, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Et je pense que quand on lit par exemple les textes introduits par CHR autour par exemple de l'organisation sociale, en l'occurrence de l'eau, l'irrigation, et quand on lit ces textes et quand on lit quand on le lit par rapport à une disposition empirique et théorique, ce qui se passe par exemple en Asie centrale, au Tadjikistan, au Pakistan, en Inde, n'est pas très différent. Vraiment, on change de langue, on change de religion, on change de caste, mais on est sur des choses très comparables. Et ça nous ramène à se dire, on n'est pas seul. Bon, je pense qu'on est très très loin de se dire, on est très particulier, on est le plus beau pays du monde. Je pense qu'on n'est pas ça, on ne connaît pas ailleurs, c'est uniquement ça. Je pense que ça, c'est une première ouverture qui me paraît très 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 intéressante. Par rapport à cette deuxième interpellation en lisant le texte, notamment par rapport à cette question du changement social qui m'a beaucoup intéressé, sur lequel on travaille ensemble avec plusieurs collègues, et de se dire finalement comment on peut lire ces changements. Et je pense que Serachel il a fait un choix très volontaire d'aborder la société rurale par ce qu'il appelle les clés, les ouvertures, aussi bien morphologie, organisation, structure et stratification aussi. Donc à travers ces biais, ça nous permet de lire la société rurale, mais de prendre une distance par rapport au changement. Et je pense par rapport à ce changement tel qu'il s'est fait historiquement, parce que la société rurale justement n'est pas tel qu'il a été abordé aussi bien par Paul Martin que par la sociologie française, où vraiment au début du 19e, on pensait qu'on allait avoir la fin des paysans. Aujourd'hui, il y a encore des paysans, donc on est vraiment sur des contre-théories. Et ça m'interpelle aujourd'hui de se dire, finalement, sur quoi ça se manifeste ce changement, et je suis très interpellé. Je sais que c'est vraiment des grandes ouvertures, c'est carrément des thèses qui peuvent se faire autour de ça, mais ça m'a beaucoup intéressé sur comment on aborde ces structures sociales, parce qu'aujourd'hui, on le veut ou non, il y a très très peu de sciences sociales s'intéressent aux structures sociales. À la limite, quand on dit on va faire la généalogie des tribus, à la limite, vraiment, on est très marginal. Aujourd'hui, on est sur le numérique, on est sur même quand on le voit dans les choix des thèses, etc., on n'est pas. Et pourtant, pour comprendre une société, aussi bien urbaine, tel que le dit CHR dans l'introduction, aussi bien urbaine que rurale, il faut comprendre les structures sociales parce qu'on rate énormément de choses. Il faut comprendre la morphologie, il faut comprendre le fonctionnement d'une exploitation agricole, d'une famille, etc. Et je pense que c'est des éléments qui me paraissent très, 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 très intéressants parce que, mon interpellation aussi, peut-être pour le débat à CHR par rapport à comment on peut lire les changements des structures sociales par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, autour de la mobilité sociale, parce qu'il y a énormément de mobilité aujourd'hui dans le rural et vers le rural. Donc il y a énormément de manifestations, énormément de groupes, si je veux dire groupes sociaux, catégories sociales aussi, qui sont mobiles du rural et vers le rural. Donc, et ça, c'est des éléments qui sont interpellants par rapport aux structures existantes. C'est aussi interpellant par rapport aux questions, je ne veux pas dire du genre, mais directement du féminin. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on tend à dire exode rural, etc. Pourtant, je pense que les théories des ruralistes sont complètement remises en question. Parce qu'on disait que la campagne se vide, mais aujourd'hui, je suis 14 millions encore qui vivent dans le rural. Donc on le veut ou les campagnes ne se vident pas. En tout cas, ne se vident pas partout ailleurs, ne se vident pas partout avec la même cadence. Et je pense qu'aujourd'hui, la question des femmes, elle est importante parce que ce qu'on remarque, par exemple, autour de la main-d'œuvre, autour du travail, c'est qu'il y a une forte féminisation du travail. Et je pense que ça, c'est des éléments qui nous interpellent par rapport à cette morphologie, si j'ose dire. Donc, j'ai beaucoup aimé le choix des textes. Tu le dis, on ne peut pas tout aborder, il faut faire des choses, il faut faire des sacrifices. Mais
je pense que les textes ils sont fondamentaux, que ce soit sur les oasis, sur les Hautes Atlas, que ce soit dans le Rif, que ce soit dans les Alpes, à Verdaïr en Algérie, que ce soit les textes en Tunisie. Et je pense que le choix des textes il est très intelligent. Hein? Tu l'as suivi? Oui, mais il faut que je le dise aussi. Donc je pense que le choix des textes, en ça, il y avait un équilibre, quoique c'est principalement du Maroc. Il y avait un souci d'équilibre sur les trois pays, mais surtout ce qui m'intéressait, c'est le souci d'équilibre entre les aires géographiques. Parce que la haute montagne n'est pas les oasis, ce n'est pas la plaine. Et en termes de structure, et en termes d'histoire sociale. Je pense que c'est des éléments. Tout ça, c'est pour dire que ce n'est pas qu'un texte noir. Donc, on n'est pas que dans un texte, et je pense que c'est un élément qui mérite d'être souligné. Merci Zakaria, merci beaucoup. Merci à vous. D'être venu évoquer des démarches très importantes. Bien. Il faut augmenter un petit peu le son, parce qu'on n'entend pas. C'est bon maintenant? C'est pas Je vous remercie encore une fois. Alors, la tâche est un peu délicate. J'essaierai de donner un peu quelques idées en complément avec ce qu'a dit Zakaria. Le livre est un projet qui date de 2015, quelque chose comme ça, 2015, fin 2014, et que j'ai essayé de mener dans le cadre de la chaire pour le placement, ça n'a pas marché. Donc, j'ai un peu déménagé vers le centre Saint-Denis. Alors, l'idée est la suivante. L'esprit un peu du livre est le suivant. C'est que je me suis reproché, je l'ai dit à mes collègues, je me suis reproché de négliger l'activité de transmission et l'activité d'enseignement. Nous avons beaucoup insisté sur la recherche, j'ai beaucoup publié sur la recherche, mais très peu sur mon activité. Et j'ai senti ce déséquilibre, et c'est à ce moment-là que je me suis dit avec d'autres collègues, il faut à un moment donné, bien sûr on ne peut pas le faire avec une expérience de 10 ans, il faut 15 ans, donc il faudra attendre un peu que l'expérience s'accumule, parce que c'est des livres synthétiques. Et donc, essayer de penser les étudiants en première année ou les jeunes chercheurs et de leur dire, bon, on va vous digérer un peu par rapport à une discipline X, au moins qu'il y ait des entrées, au bien qu'il n'y ait pas un peu de, comment dire, ce vertige que sentent les jeunes, que j'ai senti quand j'étais également jeune, il y avait très peu de manuels, il y avait très peu de textbooks, il y en a beaucoup en France, aux États-Unis. Les anglo-saxons, les Readers, les textbooks sont nombreux. Et pourquoi on s'est dit qu'il faudra faire des études sur le pays, sur le Maroc et éventuellement sur le Maghreb. Le rural au Maroc n'a rien à voir avec le rural chez aux États-Unis. Vous prenez même les années 30, les traités de sociologie rurale, des années 30 aux États-Unis, ils sont toujours les premiers à commencer par des traités de 600 pages, où vous avez Ibn Khaldoun à l'époque, un texte d'Ibn Khaldoun sur la relation, etc. Pourquoi? Pour cette, je dirais, une spécificité même. Rien du tout. Il y a un héritage historique tribal au Maghreb. Le rural au Maghreb n'a rien à voir avec un rural paysan. Il y a une grande différence. La paysannerie est une chose, la tribu en est une autre. Une société tribale, une société paysanne. Au Maroc, la société paysanne est une société tribale. Donc, rien que pour cela, il fallait un textbook, on va dire, original. Ça, c'est la motivation, mais c'est valable pour la sociologie urbaine. La recherche s'est chargée de ça, c'est valable pour les projets à venir, sur l'histoire du Maroc, sur la sociologie de la famille, j'oublie d'autres, sociologie de la famille, sur le genre. Donc il y a 3 ou 4 projets. Donc on ramène un peu les textes un peu internationaux, les fondamentaux internationaux, la littérature internationale, on essaie de la confronter avec ce qui se passe chez nous. Et c'est très important.
de lier, de ne pas rester dans le jargon local, etc., et de ne pas non plus rester et être prisonnier d'un internationalisme, comme on le fait souvent. Donc c'est quelque chose entre les deux, une invitation. Chacun des chapitres commence par un encadrement théorique international, puis une confrontation avec ce qui se passe. Quoique ceux qui ont travaillé sur le Maghreb ne sont pas des locaux, ne sont pas des chercheurs locaux. Je ne me considère pas non plus comme un chercheur local. Je me situe au niveau des standards internationaux, etc. Mais bon, je vis ici, je relis Pierre Bourdieu, Jacques Père, Juan Pascal, Youssef Alessi, et d'autres. C'est des chercheurs internationaux, mais qui ont travaillé sur le monde. Ça, c'est pour un peu la motivation. Motivation, c'est un souci de transmission, un certain équilibre entre l'activité de chercheur et l'activité d'enseignant. Et je travaille sur un autre livre. J'ai commencé il y a 4 semaines à travailler sur des choses que j'ai animées depuis 2009, sur la pratique littéraire. Donc, c'est un autre livre qui va sortir. Ça ne sera pas un textbook, ce sera un livre. Les 3 principes pédagogiques qui ont un peu orienté ce livre, qui orientent les séminaires, parce que c'est un peu le prolongement de mes séminaires. Un, c'est que le cours ou le livre soit contradictoire. Contradictoire, donc pour chaque chapitre, il y aura 2, 3, 4 auteurs qui ne disent pas la même chose. Et donc il faudra les parler dans de divergences. Moi j'ai horreur, je l'ai dit dans mes cours, j'ai horreur des cours sans relief, des cours sans contradiction, où la société c'est ceci, où le droit c'est cela, où la géographie c'est cela, où l'histoire c'est cela, etc. Sans aucune discussion théorique entre les différentes traditions théoriques. Donc j'ai tenu à ce que dans le livre il y ait les meilleures, enfin pas les meilleures, mais les principales traditions théoriques, mais également les principales traditions internationales en les faisant parler. Conception de la structure chez Antilles Brown, critiquée par Levi-Strauss, critiquée par X, Y, etc. Donc il ne faut pas s'attendre à une définition à la comme le font les glossaires et les dictionnaires. Les petites définitions de statut social, de morphologie sociale, de structure tribale, de société, etc. C'est comme ça, c'est compliqué pour les étudiants, pour les jeunes chercheurs, mais bon, les sciences sociales qui sont ainsi faites. C'est leur mentir que de simplifier, de dire voilà, l'attribut c'est ceci. Qu'est-ce que c'est que l'attribut? L'attribut c'est ceci. Non, l'attribut c'est ceci par rapport à ces auteurs-là. Et donc voilà, il y a des divergences. Chacun insiste sur quelques des aspects que l'autre critique ou néglige. Troisième principe, donc premier principe c'est encore contradictoire, donc le deuxième principe c'est un peu éviter les définitions simples et générales. Et le troisième, maintenant on peut l'appeler textbook, ou je l'ai appelé manuel recueil, peu importe, c'est que dans mes séminaires, j'essaie, je le fais, je ne vois pas comment enseigner un cours sans que mes étudiants, même en première année de licence, traversent quelques textes et quelques auteurs. Et donc l'idée également, c'est de faire, ou d'élaborer une partie théorique, 230 pages, mais une centaine de pages dédiées à des textes qui illustrent des points dans le texte, où j'indique aux lecteurs, qu'ils soient étudiants, aux chercheurs, aux vétérinaires, aux médecins, etc., je lui dis, bon, voilà, pour telle question sur l'attribut, vous allez voir 2 ou 3 textes. Et donc il y a un va-et-vient. Si c'était un livre électronique, bon, il suffirait de cliquer et d'aller, mais bon, c'est pas un livre électronique. Donc voilà un peu les trois principes principaux qui m'ont orienté, qui m'orientent dans mes séminaires. Maintenant, je vais me contenter de donner quelques exemples parce que ça serait un peu lourd de restituer ou de résumer le livre.
de 6 chapitres, structure sociale, structure tribale, dynamique tribale, stratification sociale, organisation sociale, morphologie sociale et organisation sociale et communauté et individu. Alors, quand on parle de socio-anthropologie rurale, c'est un carrefour de disciplines. Ce n'est pas une discipline en elle-même. Donc, le sociologue de la famille peut intervenir, le sociologue politique sur les élections peut intervenir, etc. Donc, les questions sont immenses, énormes. Et donc, le livre, c'est, comme je l'ai conçu, c'est autour des principales entrées, c'est-à-dire les entrées incontournables quand on étudie le rural. Par la suite, on peut passer aux élections si on veut. Mais avant de parler d'élections communales, il est intéressant que le chercheur, le jeune chercheur, ou le chercheur confirmé, un intervenant, sache que c'est lié à des structures tribales. Est-ce que les 2 ou les 3 villages vont supporter un candidat? Est-ce qu'une tribu va supporter 2 ou 3 candidats, etc. Comment les structures tribales vont être conjuguées avec des circonscriptions électorales, avec des élections, etc. Donc, le fond sera un fond tribal. Là où il y a des tribus, je vais parler, il n'y a pas de tribus partout. Deuxième élément, c'est la connaissance du rural est indispensable pour la connaissance de l'urbain. Il y a bien sûr, les entrées les entrées principales sont les structures sociales, sont la morphologie, l'organisation sociale, la stratification sociale, mais ces mêmes questions peuvent être posées au niveau de l'urbain. Que veut dire stratification sociale en milieu rural? Que veut dire morphologie sociale? Le quartier, le voisinage, et ainsi de suite. Donc morphologie sociale, c'est une discipline qui s'intéresse à la manière dont les groupes, les individus, les groupes essentiellement, et les individus occupent le sol. Dispersion, concentration, semi-dispersion, semi-concentration, etc. Juste. Mais cette manière d'occuper l'espace, elle existe au milieu urbain comme elle existe au milieu urbain. Donc il ne s'agit pas d'un livre sur le rural. Je commence par dire qu'il y a la distinction entre le rural et l'urbain, toute l'introduction sur les deux. Mais il ne s'agit pas d'un livre sur le rural. Et quand bien même il s'agit sur le rural, un lecteur, même s'il est sur l'Indonésie, un lecteur, il faudra lui offrir la possibilité d'ouvrir ses horizons de culture, ses horizons culturels. C'est-à-dire ne pas être prisonnier du milieu urbain et dire qu'il n'y a que ça. Donc, il n'y a que l'anonymat. Comment ça fonctionne dans le milieu urbain pour la stratification sociale, pour les structures, c'est important, même si on ne s'intéresse pas au rural de façon directe. C'est toujours une comparaison à faire entre les deux choses. D'ailleurs, il est très difficile de définir le rural sans convoquer l'urbain et inversement. Très difficile. À chaque fois qu'on définit l'urbain, c'est par rapport au rural et inversement. Donc, les entrées, c'est les structures, la morphologie, le sol, le rapport au sol, je vais donner quelques exemples maintenant, mais également l'organisation sociale, et je vais dire en quoi l'organisation sociale est très importante par rapport à l'étude des structures sociales. Voilà, c'est quelques exemples que je vais illustrer de façon relativement rapide. J'en serai frustré, j'espère que vous ne le serez pas, mais bon, c'est les règles du jeu. Alors, par rapport aux structures tribales, le grand problème, pas uniquement ici, mais au Maghreb, peut-être ailleurs, c'est que la terminologie locale est relativement imprécise. Donc, le mot Qbila ou Tarbit, des fois on le donne à différents niveaux. Aïtata, c'est Qbila, mais également Aïtouahidil et d'autres qui sont de dimension beaucoup plus restreinte
son là est défendu dans les textes notariaux. On trouve Qabilat, et c'est un petit village, Qabilat al-Ifal, etc. Donc, l'entrée par les mots locaux n'est pas pertinente pour la définition de la tribu. Nous pouvons distinguer plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de la tribu, comme étant un cadre très général. La tribu, au sens de Benegui, de Haïti Filman, Haïti Hadiddo, en tant que cadre général, en tant que même que société de communauté imaginaire, parce que les gens ne se rencontrent pas, ne se connaissent pas forcément. On parle de 40 000, 50 000 personnes, etc. Ça, c'est un cadre général qui est mobilisable et qui a été mobilisé de façon ponctuelle. S'il y a de grands déplacements, s'il y a un djihad, une guerre intertribale, et ainsi de suite. Donc les moments de mobilisation de la grande tribu sont assez rares. Et comme lorsque j'ai travaillé sur les nomades, j'ai oublié les guides, etc., je me suis intéressé à ce qu'on appelle les groupes concrets des centres et les gens qui se rencontrent. Robert Montagne avait l'intelligence de dire la Tarbilt, 3, 4 villages, 5 villages, 6 villages, qui ont en commun des parcours, qui ont en commun des canaux d'irrigation, éventuellement. Le diamètre ou la superficie de la tribu ne dépasse pas 10 km. Le rayon, le diamètre ne dépasse pas 10 km. C'est-à-dire un espace ou une superficie qui permet aux gens de se rencontrer pour régler une question. En France, on comptait ça par une journée de cheval. Parce qu'au-delà d'une journée de cheval, les relations deviennent des relations très faibles. Alors, donc, il y a plusieurs niveaux. Le niveau de la communauté concrète, c'est le village, c'est le village. On change. Des noms différents, mais bon, c'est le village, le village. Et puis, il y a les 3, 4 villages qui peuvent constituer une Tarbilt. Ils ont également des biens communs. Mais au-delà, c'est le flou. C'est le flou. L'indicateur principal pour désigner ou pour définir une communauté, ça on l'a dit pour l'UNICEF, on l'a dit pour l'IDH, on l'a dit qui travaille sur un nomade, on l'a dit pour le FIDA qui travaille sur les nomades. À quel moment vous allez créer une coopérative? Ce n'est pas de la spéculation. À quel moment vous allez créer une coopérative? Enfin, à quel niveau, pardon. À quel niveau vous allez créer? Benegui, ça veut rien dire. C'est une superficie qui dépasse la superficie du Liban. Ça veut rien dire. La tribu, c'est possible. Le douar des nomades, c'est impossible. Et ainsi de suite. Donc, il faut à chaque fois trouver le groupe concret. La grande tribu, pour parler des dynamiques tribales, qui était une unité politique et militaire, avant tout. Quand on parle des États-États, c'est une unité politique et militaire. Avec la colonisation, il y a l'effritement de ces grandes confédérations tribales, démilitarisation des tribus, et donc effritement des tribus, de ces confédérations. L'extrême, parce que je ne peux pas parler de tous les processus, l'extrême, dans la dynamique, on en parle tout à l'heure dans sa carrière, dans la dynamique, dans les changements sociaux, l'extrême, c'est les villages dortoirs. C'est lorsque le village devient comparable à un quartier urbain, où les gens viennent dormir, où la mosquée n'est plus gérée par une jama'a, la mosquée est gérée, financée par le ministère des Finances. Idem pour l'épice, idem pour le cimetière, etc. Et donc vous avez une échelle où il y a encore dans le Rif, Moyen Atlas, le Haut Atlas, Sousse, la Sadra, vous avez encore des villages qui gèrent des biens communs. Mais vous avez dans le Cherbia, le Belgique, parce que j'ai travaillé également dans la ville de Belgique, toujours ce souci de transmission, 1994, et donc c'est un village dortoir.
Le house également comprend les villages dortoirs. Donc la dynamique, c'est un peu comment on passe d'un village organisé autour de biens collectifs à un village dortoir, où il n'y a que des maisons et des relations inter-familles deviennent des relations anonymes ou de voisinage, mais qui sont comparables à l'urbain. Donc voilà, ça c'est un siècle, là, je suis en train de vous résumer un siècle. Mais vous avez des textes sur le village dortoir, des textes sur les structures tribales, etc., qui illustrent mieux ce que je viens de dire. Bien sûr, il y a les nouvelles institutions, il y a des questions également des nouvelles institutions, dans la dynamique que connaît le Maroc actuellement, le rapport entre la JMA, là où il y a encore de la JMA, et les associations de développement des ONG. Et ça, depuis les années 90, il y avait cette dynamique. Soit vous avez et c'est une ressource, soit vous avez des communautés qui sont rodées à l'action collective. Comme on me disait à l'époque, quand vous serez l'amama diallo, il faut aller chez l'Uqaïd parce qu'il n'y a pas de piste, etc. Plaisante. Mais cette dynamique-là, le fait, et là où les projets réussissent, les projets de développement, électrification, adduction d'eau, etc., c'est là où il y a une tradition millénaire d'action collective, de gestion collective de biens communs. Et ça, des fois, les gens, les intervenants ne le perçoivent pas. Mais ils vont, ils n'ont pas de connaissance, très peu de connaissances, pas de connaissance du tout sur les traditions collectives, sur les actions collectives, au milieu rural. Donc ils confondent le village dortoir avec les villages qui ont une tradition, où il y a un leadership, où il y a une délibération. J'ai assisté à des jmaas, c'est l'agora des Grecs, c'est un parlement avec des argumentations, avec des enjeux, etc. etc. Donc l'essentiel, c'est un peu d'avoir en tête cette échelle, une échelle qui va du village organisé, dynamique, autour d'un sanctuaire, autour d'une mosquée, autour d'un dispensaire, autour de ceci, etc., d'une école, d'Internet, au village dortoir. Et l'UNICEF et les autres intervenants, l'UNICEF, le FIDA, le ministère de l'Agriculture et d'autres ONG, ils trouvent beaucoup de difficultés à mobiliser ce que j'appelle les villages dortoirs. Parce qu'ils n'ont aucune notion de ce qu'est la mobilisation, de ce qu'est l'organisation, etc. Donc, structure sociale veut dire tout simplement, dans le cas du village qui est organisé autour de biens communs, veut dire qu'il y a une relation. Cette relation peut être entre les familles, entre les éleveurs, ou entre les villages. Quand on parle de structure tribale, il peut être égalitaire, il peut être inégalitaire, ça dépend. Zakaria connaît ça, les villages de l'amont avec les villages de Laval, ceux qui coupent l'eau, etc. Ce n'est pas non plus la démocratie totale, mais la structure, c'est des relations constantes entre des familles ou des groupes. Donc chaque fois qu'on est sur le terrain, on cherche quelles sont les relations constantes, historiques, qui ont 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc., entre soit les familles au sein d'un village, soit entre 3-4 villages, soit entre l'État public. De temps à autre, lorsqu'on parle du réseau des ONG, ce réseau des ONG se fait à un niveau beaucoup plus élevé. Ça peut être les anciennes fédérations. Alors, un autre élément, c'est la stratification sociale, qui est un aspect de la structure sociale. Je l'ai un peu, pour des raisons didactiques, je l'ai séparé, mais c'est un aspect de la structure sociale. C'est-à-dire se poser la question, c'est toutes les familles, c'est tous les villages ont le même accès aux ressources du village, aux ressources d'un tribu. C'est tout. Il y a des parcours, il y a du lot, il y a des arbres, il y a des champs, il y a un terroir. Est-ce que toutes les familles, tous les groupes ont accès
ou le même accès à ces ressources. Et là, également, une échelle. Vous avez les sociétés ou les communautés au Maghreb où la stratification est très dure, où les strates sont même exprimées sur le plan terminologique. Les plus connus, en Mauritanie, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, avec des noms différents, et des fois avec des noms communs, parce que en Algérie on parle de Haratin également, donc les Haratin. Alors les Haratin n'ont pas accès, n'avaient pas accès à la terre, n'avaient pas accès aux arbres. Et donc, ils étaient traités de femmes, et même au moment du djihad contre la France, où ils devaient contribuer, c'était déplacer les munitions. Vous ne pouvez pas avoir. Et donc, vous avez des Imaziens qui ont le monopole des armes chez les États. Et vous avez les chauffeurs, qui également ne sont pas des groupes guerriers, ils sont protégés par les communautés guerrières. Donc ça, c'est les trois grandes strates. Bien sûr, ailleurs, et ça avec des noms, les Imaziens, les chauffeurs, etc., avec des appellations. Ailleurs, vous pouvez constater une stratification sociale, mais ça n'a pas de nom. C'est à vous d'inventer les sans-terre, les petits éleveurs, les grands éleveurs, etc. Des fois, on en trouve, mais c'est flou, les crânes, l'outet des Qbila, des choses comme ça. On en trouve. Mais ce n'est pas aussi précis que les harab, avec un rôle et un statut très précis. Voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce que vous ne pouvez pas faire. Pour les autres, c'est un peu vague. J'ai oublié les étrangers, qui est un statut à part. Là, dans pratiquement toutes les communautés, vous avez des étrangers, et les étrangers, le statut de l'étranger, dans les communautés les plus exclusives, n'ont pas droit au parcours. Ils peuvent exploiter, peuvent conduire leur troupeau vers ces parcours, mais ils n'ont pas le droit. C'est de la bienfaisance. Vous êtes là, puis et c'est tout. Et lorsque nous avons travaillé, Mohamed Touzi et moi, en 1985, sur les ayants droit, parce que c'était un problème, un grand problème, nous voulions aménager des parcours dans la région de Temhdit. Il y avait certains qui disaient nous sommes exclusivement les ayants droit, et d'autres qui disent non, nous sommes étrangers, mais nous avons également droit à l'accès à ces parcours. Donc il y avait deux catégories. Les Qadab, les anciens, et puis les étrangers. Et le Barani, c'est une définition, je n'ai pas trouvé une autre définition beaucoup plus exclusive au Maroc, mais même ailleurs. Le Barani, c'est 6 générations, 7 générations. Ceux qui ont émigré vers 1913, 1914. Parce que le critère pour séparer le Barani de Qabila, c'est soit vous témoignez d'une généalogie allant 7, 8 ancêtres, etc. Donc vous êtes de la tribu. Soit que vos parents, ou vos grands-parents, vos ancêtres, ont combattu aux côtés des anciens. C'est-à-dire avant 1912. Et tous ceux qui sont venus après sont considérés comme étrangers. Et c'était une grande difficulté. Et quand nous avons posé la question aux gens, parce que nous sommes sensibles à la stratification sociale, surtout ici, quels sont les critères, etc. Alors, nous savions, nous savions que la mosquée, dont j'ai parlé tout à l'heure, est un critère d'entrée. Qui contribue aux chartes et qui ne contribue pas aux chartes. C'est comme si vous dites ici au Maroc qui a le droit d'élire et les Français n'ont pas le droit d'élire. Bon, c'est des étrangers. Vous êtes. Et c'est la même fonction. Il y a un charte. Le charte, c'est un contrat entre le village et le maître
pour guider les prières, mais également éventuellement pour apprendre le Coran aux garçons ou aux enfants en général, aux enfants dans certains cas. Alors, bien sûr, la question était si un étranger avait chez le frère et lui donnait un peu d'argent. On dit oui, il peut, il est libre de le faire, mais ça ne sera pas un charte figuré. Charte, c'est une mention juridique. Ce sera une sadaqa. On sort cette contribution de l'ordre politique vers un autre ordre de la charité, de la religion, etc. Donc, l'essentiel, c'est que lorsque vous travaillez sur n'importe quel projet de développement, il est essentiel de connaître les structures tribales, il est essentiel de connaître quelles sont les stratifications sociales qui traversent ces structures tribales. Si vous ne le faites pas, vous aurez des leaders par-ci, des leaders par-là, des conflits, vous n'allez rien comprendre. Et ça nous est arrivé, on s'est gouré, c'est plus ancien que 85, c'est 84, 83, avec Abdullah Hamidi, l'INAF a voulu introduire un taureau de race noire. C'est très simple, introduire un taureau de race noire. Donc, ils avaient initié le développement contractuel. Le développement contractuel, c'est nous, l'Institut vétérinaire, on va se charger du taureau, et vous, du gardiennage, de l'alimentation, etc., etc. Et puis, bon, chaque éleveur peut apporter la vache. Et ils le savent, parce qu'il y avait une autre expérience, ils savent que le veau pinois vaut 3 fois, 4 fois plus cher que le veau local. Ben, écoute, ça a raté. Ça a raté parce que bon, vous ne savez pas que le shir avait un taureau, que les gens venaient chez lui avec 2 pains de sucre, 3 pains de sucre. Ça, on l'a su après. Et il a bloqué le projet. Il a bloqué le projet. Donc voilà, il y a plusieurs choses de ce type, plusieurs connaissances que vous devez avoir, soit de façon intensive, soit de façon très rapide, parce qu'un intervenant n'est pas un chercheur, mais il y a un moyen, en 2-3 jours, d'identifier les structures, la stratification, etc. Rien que d'identifier ceux qui viennent à votre rencontre et ceux qui sont présents lorsqu'il y a un rencontre officiel. Rien que ça. Qui sont-ils? C'est un groupe homogène, ils appartiennent au même lignage, aux mêmes familles, etc. Alors je passe à la morphologie sociale qui est un peu relativement plus simple. Alors, morphologie sociale, si vous prenez les structures tribales, donc les villages, c'est un groupement spatial. Il peut y avoir plusieurs groupements spatiaux dans un village, qu'on appelle les hameaux, chats, etc. Ça peut être un groupement compact. Jacques Berg disait par exemple les gens du Haut-Atlas, pour lui dire que le village est compact, il ressemble à Aqsa, à une citadelle. C'est lorsque le mouton saute d'une terrasse à l'autre, il peut faire tout le village. Ça, c'est l'image, pour dire nous c'est compact. Il n'y a pas de vide. Donc ça dépend, tout dépend. Donc, vous pouvez trouver un village compact, vous pouvez trouver un village qui est coupé en 3-4 petits hameaux, et ainsi de suite. Quand vous pouvez trouver un village où il y a, qu'on appelle semi-dispersé, ou dispersé, où il y a, je ne sais pas, 1 kilomètre entre la maison et l'autre, ça serait aussi un chaouia. On appelle ça village, mais c'est un village dispersé. Donc l'essentiel, lorsque on a une structure sociale, on a des informations sur la stratification sociale, c'est de voir comment ces structures sociales, ces stratifications sociales sont projetées sur le sol. Est-ce que les Haratines habitent ensemble? Est-ce que les Haratines habitent un quartier dans leur sol? Il y a un schéma de Abdullah qui montre dans un sac quels sont les quartiers habités par les chauffeurs, par les Émasiens et par les Haratines. Donc vous pouvez avoir une stratification. De la meilleure façon, c'est de voir comment c'est inscrit
sur le sol. Parce qu'on ne se trompe pas, on va vous dire, oh, on est égalitaire, on est tout ce qu'on veut, c'est la démocratie berbère, etc. Et puis, regardez comment le sol, le village est développé. Regardez comment le terroir agricole est réparti. Vous allez trouver que tel lignage occupe les meilleures terres, que tel autre occupe les terres qui sont relativement stériles, etc. Donc, que ce soit le terroir, il y a également Jacques Père qui a fait un travail énorme. Mais bon, il était là, il était administrateur de ce que ça va, donc il a été aidé par les fonctionnaires. Et donc vous avez par exemple 3 lignages. Le même lignage A va avoir une partie dans le parcours, dans le terroir, une partie du terroir A, B et C. Parce que le terroir A, B et C sont de qualités différentes. Donc vous ne pouvez pas, vous, lignage, aux 3 ou 4 familles. Un lignage, c'est un ensemble de familles où il y a qui sont parents, qui ont un ancêtre commun, un grand-père, un arrière-grand-père. Et donc l'équité veut que chaque lignage ait une part du terroir selon la qualité de ce terroir. Bref, ce qu'on appelle relation sociale constante, ce qu'on appelle stratification sociale, il peut être projeté sur le sol. Mais également, la morphologie peut être indifférente aux structures sociales. Vous pouvez trouver bien rien. Vous avez le lignage, et j'ai donné des exemples, il y a des lignages, mais chacun habite un quartier. Donc, le même lignage n'habite pas un quartier. Ils habitent, ou des fois ils habitent des villages différents, surtout chez les États. Ou des fois ils habitent même des régions différentes, la même famille, etc. Donc le sol, il est important. Ceux qui travaillent, vous pouvez prendre l'organigramme de votre école, de votre administration, et le comparer à comment cet organigramme est projeté dans l'espace. Qui est au premier étage, qui est au deuxième, qui a un espace, etc., etc. Ça peut être pour l'université, pour l'hôpital, etc. Pour le Parlement également, la manière dont le Parlement, ou l'espace du Parlement renseigne un peu sur les rapports entre les parlementaires. Alors, je vais être plus rapide. Je fais comme si on fait une guide de description. Donc, on commence par les structures sociales, c'est apparemment le plus simple, stratification sociale, description de la morphologie sociale. Mais le plus important, je le signale, je le souligne dans le livre, le plus important quand on travaille, pas uniquement sur le rural, mais également sur l'urbain, sur les institutions urbaines, c'est l'organisation sociale. Tout à l'heure, la dimension de la morphologie sociale, c'est une dimension spatiale. Lorsqu'on parle d'organisation sociale, on privilégie la dimension temporelle. Ce n'est pas les structures, la stratification sociale dans l'abstrait, telles que les gens les présentent, telles qu'on peut les induire de récits historiques, mais voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une organisation sociale de la mosquée, organisation sociale de l'eau, organisation sociale des parcours, organisation sociale de Sidi Chmarouch. Tout le livre de Sidi Chmarouch, c'est autour de comment on s'organise pour s'approprier les services. L'organisation sociale est importante, et on ne le fait pas assez, les sociologues ne le font pas assez, parce que ça demande une observation visuelle. Tout ce que je viens de dire, morphologie, vous pouvez le faire de façon relativement simple. Vous pouvez avoir de l'information. Mais quand on parle d'organisation sociale, il faut assister à des jeux. Il faut assister à des mobilisations. Et donc, lorsqu'on parle d'organisation sociale, ce n'est pas uniquement les structures sociales, quand on parle d'organisation sociale, c'est les structures sociales en acte. J'ai identifié de la stratification sociale, mais quand on organise une mosquée, voilà comment ça se passe.
les étrangers sont différents des anciens. Lorsqu'on parle de l'organisation de l'eau, qui est mobilisé, qui n'est pas mobilisé. L'exemple que je donne dans le livre, c'est un exemple auquel j'ai assisté en 1989, c'est le bétonnage du Taka, d'une saguière du Taka, d'un canal d'irrigation. Alors, les gens doivent s'organiser comme ça, parce qu'il faut bétonner les saguières. La question a été posée de comment on va répartir les contributions. Il y a, on va dire, une soixantaine de familles. Il y a 5 ou 6 kilomètres ou une dizaine de jours de travail. Comment on va se répartir? Le roi chef et le communal leur a dit, écoutez, ça va être les tiers. Il y a une organisation traditionnelle des tiers. On divise le village par 3. Et chaque tiers travaille une partie de la saguière, une journée, l'autre deuxième journée, l'autre troisième journée, et ainsi de suite, jusqu'à la fin des travaux. Et puis on va se rappeler que c'est le tiers B qui va reprendre si jamais il y a un travail. Il y a toute une discussion sur l'équité, sur la répartition. Certains n'étaient pas d'accord. Ils ont dit non, pourquoi les tiers vont là-dedans? Parce que notre tiers n'a pas autant de parcelles à irriguer que les autres. Et donc, on ne veut pas recourir à ce critère. Et puis il y avait un débat, et puis le chef leur a dit, par la suite, écoutez, ça je suis d'accord, mais faites-moi confiance, je sais que X, il a 6 parcelles, je vais lui demander 3 journées de travail, l'autre il a 2 parcelles, je vais lui demander 2 journées de travail, et ça. Et ça s'est terminé sans qu'une décision soit prise. C'est souvent la jama'a comme ça. C'est pas une, comme je l'ai dit un peu plusieurs fois, ce n'est pas un film qui se répète. Il y a toujours du suspense. Souvent on croit que c'est pas les choses. Robert Montagne avait parlé de ça et il leur a dit j'aime bien la jama'a, mais pour prendre une décision avec la jama'a, il faudra beaucoup de temps. Qu'ils retournent, etc., qu'ils prennent encore, qu'ils délibèrent, qu'ils retournent, etc. Il vaut mieux aller vers les grands guides. Ils détestaient les grands guides pour des raisons pragmatiques. Ils ont choisi les grands guides parce que la décision peut être facilement prise. Alors, je reviens 4 mois plus tard et je demande quelle était la décision qui a été prise. Et ils étaient inventifs. Il y a le petit canal qui donne sur la parcelle, on l'appelle vers Asda, c'est le petit canal. Donc, vous allez contribuer au prorata des canaux possédés, des Asda possédés, des petits canaux possédés. Si vous avez 7, vous allez donner 7 journées de travail. 10 journées de travail. Et ainsi de suite. Si vous n'avez rien, on contribue. Et donc, c'est au moment de l'organisation que vous allez voir que les tiers ne sont pas fonctionnels. L'autorité de l'élu communal n'est pas fonctionnelle. Et que c'est des raisons pragmatiques, pour des raisons d'équité. Je contribue, mais je contribue au prorata des parcelles que je possède. C'est là où vous pouvez décrire, il y a d'autres exemples dans le livre, c'est-à-dire ces structures qu'on appelle laitières, qu'on appelle ceci et cela, comment ils fonctionnent par rapport à une situation de l'eau. Je le répète, tout le livre, aussi comme les autres, c'est autour de l'organisation de ces échanges. Alors, je termine par ce que j'appelle les dispositions théoriques générales. Le livre, même s'il porte sur le rural, il y a une dimension, ça j'y tiens dans les séminaires, j'y tiens dans les écrits, de ne pas avoir le nez très proche de l'objet. Je travaille sur le rural, je vais mobiliser des théories qui sont en rapport avec le rural. Je travaille sur la famille, je vais mobiliser uniquement la sociologie de la famille, ainsi de suite.
Donc les dispositions théoriques générales, et je donne pas mal d'exemples dans le livre, c'est, par exemple, quel est le statut du contexte social. C'est un exemple, je vais donner uniquement cet exemple, parce que bien sûr, quel est le statut des actions individuelles, qu'est-ce que c'est qu'expliquer, etc., etc. Qui n'ont rien à voir avec le renouveau, qui peuvent être des questions débattues par les historiens, par les démographes, par les sociologues, etc. Alors, le contexte social, souvent, on le définit comme un système de ressources et de contraintes, mais souvent également, et j'adopte cette définition d'un contexte social, c'est un système de ressources et de contraintes. Sauf que ce contexte social ne peut pas être défini de façon externe. Nous ne pouvons pas dire, par exemple, quand je travaille sur les nomades, je ne peux pas dire il y a un contexte X qui est valable pour tous les nomades. Donc lorsqu'on parle de contexte social, il faudra le ramener à des catégories d'individus, à des situations sociales, et faire l'hypothèse qu'il n'existe pas un contexte externe à la situation des individus. Vous prenez un décret pour interdire un décret forestier, comme l'a fait le pouvoir colonial pour interdire les chèvres, ou pour limiter l'introduction des chèvres dans une forêt X ou Y, c'est un élément du contexte colonial qui n'a aucun effet sur la production, sur les éleveurs des vaches, sur les chameliers. Donc le contexte est là, mais il faudra à chaque fois le ramener à la situation des vachers, des chameliers, des producteurs, des éleveurs de petits revenus, etc. Pour les nomades, la sécheresse était avancée de façon relativement unanime comme étant un élément de sécheresse qui a expliqué la fin, ou en tout cas la restriction du nomadisme. Quand je regarde, oui, chaque fois qu'on leur parle, 1970, déjà fait, etc. Il n'y a plus ceci, il n'y a plus de dromadaire, il n'y a plus tout ça, il n'y a plus Khayma, il n'y a plus Kulche Gaïtan, tout le monde sait ces standards, etc. Et donc il y a une fixation sur cette date-là. Le contexte de la sécheresse est un contexte, bien sûr, c'est un contexte. Mais est-ce que c'est un contexte externe? Est-ce qu'il a les mêmes effets sur les différents éleveurs? Souvent, on fait ce raccourci. Le contexte, il est là, donc il affecte les éleveurs. Je me suis aperçu, que la sécheresse était banale chez les nomades. Il n'y a pas plus banal que la sécheresse. Vous êtes nomade parce que vous êtes dans un endroit où il y a de la sécheresse, il y a très peu de pluie. Pourquoi cette sécheresse de 1970 a eu cet effet-là? Et pas les sécheresses de 1926, pas les sécheresses de Gaulle, 1947, etc. En 1947, il y avait une sécheresse énorme. Le cheptel a été presque décidé, mais bon, au bout de 3, 4 ans, 5 ans, ça régénère. Pourquoi? Alors, c'est à ce moment-là qu'on voit que le contexte n'est pas le même. Il y a un contexte, bien sûr, qui est toujours restrictif par rapport à tous. La fermeture, par exemple, des frontières entre l'Algérie et le Maroc, ça minimise un peu les parcours, mais également, au sein même de la tribu, la mise en culture des meilleurs parcours. La mise de culture avec les meilleurs parcours, par les grands élèves. Ceux qui ont les moyens de mettre en culture les meilleurs parcours. Mais également dans les parcours CIS, etc., et ailleurs, dans le Moyen-Atlas, mais même aux sources, les parcours où ils avaient l'habitude, d'aller, étaient également mis en culture. Restriction de l'espace pastoral, restriction de la mobilité, etc., etc. Et puis, le nouveau élément de contexte, qui n'affecte pas de la même manière tous les éleveurs, c'est le camion. Pour la première fois,
partir de 65, 66, il y avait 2 ou 3 propriétaires, et à partir de 70, les grands vont vendre les dromadaires pour acheter les cubes. Donc il y a un contexte avec plusieurs éléments, mais qui affectent différemment les petits éleveurs, les grands éleveurs, les moyens éleveurs, etc. Et donc, le plus important, lorsque je parle de disposition théorique générale, c'est quel est le statut du contexte social, du contexte politique dans l'explication d'un phénomène social. Là, vous avez quelques exemples, vous pouvez comparer avec d'autres. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de décrire le rural, maghrébin, marocain, tunisien, etc. En tant que rural, mais à chaque fois, et ça j'insiste, même avec le doctorant, j'insiste, il faudrait qu'il y ait un seuil relativement abstrait qui permet la comparaison avec d'autres expériences, avec d'autres disciplines, avec d'autres problématiques. C'est-à-dire, si vous restez dans votre petit village, si Hassan al-Ashir était resté dans ce petit village, Roman, etc., j'aurais été malheureux. Donc il fallait trouver des passerelles pour aller chez les Grecs, la Grèce antique, comparer, pour aller ailleurs et comparer. J'ai parlé tout à l'heure de l'exemple de l'athlète, de l'organisation sociale. C'est également un moment pour dire comment les gens négocient les normes. Ce n'est pas uniquement d'écrire l'athlète, il a fait ceci. C'est intéressant, bien sûr, la description, il a fait ceci. Non, comment la norme est négociée. Et est-ce qu'il y a une seule norme où il y a, comme je le répète, des options normatives? Les gens ne sont pas compris, même dans une communauté traditionnelle. Ils ne sont pas prisonniers d'une seule norme. Donc ils ont toujours un menu de normes. Et selon les situations, on discute. Voilà. Moi, j'opte pour l'option A, l'autre non, moi, j'opte pour l'option B. Et ça délibère, et on peut choisir l'option C. Donc, à chaque fois, il y a dans le livre ce saut théorique qui ne permet pas d'être prisonnier d'une question locale ou d'une description. Et ça, je le répète à mes étudiants, je le répète ici, je leur dis, c'est votre boîte à outils. La boîte à outils, ce n'est pas la description du champ dans le haut atlas, ça c'est bien, mais c'est une occasion pour poser des questions beaucoup plus abstraites. Sur les rapports aux normes, dommage, c'est venu après, j'y ai pensé après, dans la deuxième édition, je les mettrai. Hein? Il y a le qui sourit. Alors, je l'ai dit dans une conférence. Bon, ça c'est juste pour. Non, mais ça sert à rien. Ça plaisante, mais ça sert à rien. Sur le caractère norme, le caractère, par exemple, le caractère vague, flou de la norme. Les normes sont vagues. Et je n'ai pas trouvé un autre exemple, si vous avez d'autres exemples, vous me le dites, que l'histoire de Joha avec son âme et son fils. Si la norme était claire, il n'y aurait même pas d'anecdote, il n'y aurait même pas de blague. Il y aurait Joha avec son fils va monter l'âne, et puis bon, personne ne dira rien. Oui, c'est normal. Mais bon, pour certains, c'est le fils est ingrat, il laisse son père âgé aller à pied. Pour d'autres, c'est le vieux qui est ingrat, qui laisse son fils petit, qui n'a pas de muscles, etc., marcher à pied. Et lorsqu'ils se sont mis à deux, vous connaissez l'histoire, ils sont deux, le petit âne, le pauvre, il est maigre, il est riche, etc., ils sont deux sur. Et puis lorsqu'ils ont dit, bon voilà, on descend. Il y a trop de. On descend, et puis il s'en fout. Il marche à pied alors que l'âne, etc. Il a fini par porter l'âne. Donc si la norme était claire, et que nous avons des blagues, des formules que les Marocains disent, qu'ils mettent la norme. Alors si la norme était claire, il n'y aurait même pas cette expression de qu'il met la norme. Ça peut être là. Tu as fait ceci, il y a trois options, 5 options, et puis tu fais l'option 1, l'option 2, l'option 3, l'option 4, et
Et puis ils te disent, mais tu as oublié l'option 5. Et ainsi de suite. Donc la norme est si vague qu'il est très difficile de dire je vais expliquer un comportement social par rapport à une norme X ou Y, qu'elle soit traditionnelle, qu'elle soit normale. Merci pour votre patience. Merci beaucoup. J'espère que ça donnera envie de lire. Peut-être je donne la parole à l'assistant si vous avez des questions. Des questions, des commentaires, des rajouts. Moi, je voulais juste. C'est Hassan. Mon cher ami Hassan, je peux communiquer avec toi comme du bon vin. Chaque année, on apprend des choses avec toi et c'est très passionnant. Concernant les structures, quand tu as parlé de Harafi, moi je m'attendais à ce que tu évoques aussi la communauté juive. Est-ce que c'est dans le livre ou est-ce que tu as fait ici avant pour abréger un peu ton intervention pour le parler? Non, c'est dans le livret des exemples. C'est pas. Ce n'est pas une mission dans ce fait ici. Mais pas, je l'avoue, pas si détaillé que ça. Merci. Bonsoir. Bon, c'est toujours un plaisir de vous écouter, il a raison. Vous parlez calmement, on a un plaisir à vous écouter. Je vous suis depuis des années. Je suis désolé, je n'ai pas lu le livre, bien que je l'ai acheté il y a longtemps. Il a voyagé avec moi 10 000 km de Casablanca et je n'ai pas eu le temps de le lire. Ça, vous l'achetez pour votre fille. Ah oui, il va l'avoir. Alors, vous avez parlé de par contre, ce qui a attiré Rappelle-moi votre nom. Ali Sahani. Quand j'avais débuté le livre, mais je ne l'ai pas fini, vous avez parlé d'enveloppe cognitif et exo-cognitif. Vous avez dit une chose qui est très importante. Vous avez dit ce qui nous manque, c'est l'étude de nos sociétés dans un échange continu avec la littérature internationale. Et vous avez parlé à la fin, et je vous remercie pour ce qui est de la norme et de Joha, etc. Moi, ma question, elle est toute simple au niveau des sciences sociales. Quand je faisais mes études de droit, mon prof m'avait parlé d'un certain Thomas Kuhn. Et il m'avait parlé d'un livre qui a plus de 30 ans, je pense, qui n'a pas été traduit en français. Est-ce que... pardon? Il a été traduit. À l'époque, il n'était pas traduit, mais bon... C'est possible, à l'époque. Non, c'est donc, là, tu parles de... Toujours, Thomas Kuhn, ça avait un rapport avec la sociologie. Je ne me rappelle pas du titre, et ça m'avait un peu marqué. Pourquoi? Est-ce que sommes-nous prisonniers, si nous parlons des sciences sociales, sommes-nous prisonniers d'un référentiel? Nous, par exemple, en France, on parle beaucoup de la France, etc. Or, peut-être que c'est dépassé. Ou bien, est-ce qu'il y a une norme commune à la communauté internationale pour étudier les sciences sociales? Ça, c'est ma question, surtout que vous avez parlé de normes, et ces normes, elles sont si vagues. Vous avez parlé de la sécheresse, nomade, sécheresse des années 70. Et depuis, je ne cesse d'entendre Kalima, et je vais vous la traduire, peut-être que vous l'écoutez vous-même, quand on parle de Casablanca ou des villes marocaines, on dit que, vous avez dit au départ, excusez-moi, je suis venu un peu en retard, tout d'abord mes excuses, vous avez dit la connaissance du rural est importante pour connaître l'urbain. Les villes se sont ruralisées. Tu vois, oui, c'est pas la même chose. Tu sais, moi je suis ignare en sciences sociales, mais j'essaie de comprendre, connaître, on ne peut pas connaître l'urbain sans connaître le rural. Avec ce que je viens de vous dire, est-ce qu'à travers toute cette ruralisation des villes, on connaît ce qu'est l'urbain maintenant? Et je vais finir, je ne sais pas, j'ai noté beaucoup de choses, mais bon. Alors, et ça, c'est la dernière des choses, vous avez parlé des villages dortoirs. Non, c'est pas grave. Je vois ce que... Alors, je parle d'urbanisme, mais je pars sous ton contrôle à ces dernières. Nous assistons dans notre pays à la construction de cités dortoirs. Et bien qu'à travers le monde, ça a été un grand espoir. Et en matière de sciences sociales, comment vous pouvez nous expliquer cela? Voilà. Bon, pour ça, il faut voir avec mon frère. Hein. Ah oui, Avec division des tâches.
Il y a une division des tâches. Non, mais j'aurais posé. Ouais, merci. Prends-moi une demi-brochette. On est au quart. Une femme, Une femme, la parité, une étudiante. la parité. J'avais C'est ta thèse. Hein. C'est pour moi ça. J'avais une petite question, c'était le même sens de monsieur, c'était en relation Tu avec... l'enveloppes. Lui, il a parlé de tout ce qui est juif, moi je parlais des Etrawa. Normalement, oui, je sais très bien que les Etrawa aussi dans les villages, soit qui connaissent des gens, les soi-disant, à part. On ne peut pas se marier avec, surtout je parle des villageois amazirs. On ne peut pas se marier avec les Aïtrawa et autres, et même le sol et autre chose. Donc, dans ce sens-là, on peut savoir. J'aimerais bien savoir, est-ce que aussi, on peut faire la même chose avec, comme les haratim et autres. Voilà. Dis-nous Aïtrawa. un peu plus sur Aïtrawa. Ok. Les Aïtrawa, ce sont des Arabes des Arabes qui vivent avec les Amazirs dans les villages. Je parle aussi de tout ce qui est les Aïtief. Non, c'est pas les Soufis, c'est Amidit. C'est toujours. Oui. Missour, ce sont des Aïtrawa purement. Mais je parle des Aïtrawa qui vivent avec les Amazirs, donc ça des Amazirs. Dans les droits. Je ne parle pas parce qu'il y a les chauffeurs. Par exemple. Non, les chauffeurs, ce sont les Arabes, les sacrés. Mais on cherche, nous les Amazirs cherchent de se marier avec les chauffeurs. Parce que ça donne un petit peu de prestige et autres. Par contre, les Aïtrawa, c'est autre. On ne peut pas. Ce sont les Arabes qu'on ne peut pas se marier avec. Même, actuellement, si je parle de mon père, je ne peux pas me marier avec un Arabi parce que je suis Batak, je suis Amazir. Donc c'est dans ce sens-là. Voilà. Merci. Une ségrégation alors. Bonsoir. Moi, je voulais félicitations pour d'abord félicite pour ce genre de livre. Moi, je suis pas du domaine du tout. Moi, je suis psychologie et je ne sais pas, on a un module de sociologie qu'on étudie et je ne sais pas pourquoi on étudie la sociologie dans la psychologie. C'est ça, c'est ça. Je voulais que vous m'éclaircissiez, s'il vous plaît, ce fait-là. Moi, je suis en psychologie, je suis étudiante en psychologie et on a un module, on a 2 modules en sociologie. Et je veux savoir quel est le lien entre pourquoi moi je suis carrément psychologue, je serai future psychologue, mais pourquoi je suis en train d'étudier un module ou 2 de sociologie. Quel est le rapport entre les deux? Et d'après vous? J'ai étudié, mais ce sont... Est-ce que vous avez senti, vous, un lien? Oui, parce que je suis en première année, je ne peux pas vous dire, il y a 2 mois d'études, je n'ai pas assez de connaissances pour... mais j'aimerais bien, vous êtes le spécialiste, j'aimerais bien que vous éclaircissiez ce fait. Et je voulais vous poser une autre question au niveau du Maroc. Il y a les Berbères, surtout la région de Tafred. Je ne sais pas si vous avez travaillé dans cette région. Et il y a un problème d'héritage, c'est que les femmes ne pourront pas bénéficier de leur héritage. Ça, c'est toujours c'est réparti entre les frères, ils délaissent leurs sœurs. Voilà, merci. Oui, bonjour. Voilà, j'ai une question que je me pose toujours. C'est toujours par rapport au réchauffement climatique. Alors, par les articles que je lis, que le Maroc est très impacté par rapport à d'autres pays, par rapport au réchauffement climatique. Mais le problème, c'est que
et surtout dans le monde rural, parce qu'il est lié à la problématique de l'eau. On voit certains barrages, la superficie des barrages diminue. Alors, et d'un autre côté, je vois qu'il y a une faible conscience des rurales par rapport à cette problématique sur le plan local. On a une conscience internationale, on participe à des conférences en COP25 en Espagne, mais sur le plan local, on n'a pas une politique ou une conscience locale sur cette problématique qui est réelle. Et pourquoi? Bonsoir. Merci Zakaria et Hassan pour votre présentation. J'aimerais revenir à la raison d'être de ce livre, qui, comme il a dit, il est plus qu'un texte, parce que c'est clair, bien qu'il est bien illustré. Et il est vraiment intéressant parce que c'est un retour aux fondamentaux, parce que finalement, structure, tribu, c'est un jargon qui a un petit peu disparu de lexique des sciences sociales, et c'est pourquoi c'est surprenant pour quelqu'un, ça lire un titre comme ça, c'est par rapport à ce qui se fait, les offres théoriques aujourd'hui en sciences sociales, c'est un petit peu... Mais c'est aussi, c'est tout l'intérêt de ce livre pour soutenir l'enseignement. C'est ce que... Ma question, je pense qu'il faut vraiment le traduire en arabe. Est-ce que... pour qu'on arrive à atteindre notre objectif, est-ce que c'est possible? Est-ce que... Sinon, ça va rester dans des cercles fermés comme ça et... Voilà, donc c'est ça là. Est-ce que... Merci. Bonsoir, monsieur. Vous avez le plaisir d'être parmi les étudiants de sociologie politique, de la sociologie du conflit. Donc, également, j'ai étudié votre livre, l'islam au quotidien. Donc, avant de lire cet ouvrage, donc, je vois que plusieurs concepts ont été investis dans le livre de l'islam au quotidien. Par exemple, le concept de structure, de morphologie, même dans le balisage de la notion, le concept de la religion. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est dans quelle mesure ces concepts peuvent nous servir à l'étude des phénomènes en matière dans ce champ scientifique de la sociologie religieuse ou de la sociologie des religions. Merci. Bonsoir. Je vous remercie pour cette intervention qui était ici riche. Pourquoi vous êtes seul? Oui. Pourquoi vous êtes seul là-bas? J'étais en train de vous filmer un petit moment, donc j'ai eu... Ça fait partie de la morphologie. Son dégage. Quand vous avez une maison à 3 km du village, je me demande, mais pourquoi il est là-bas? Alors ma question se pose autour de la question des anciens et ce que vous appelez les étrangers. Dans la morphologie rurale, comment l'intégration de ces étrangers, entre guillemets, se fait-elle? Est-ce par l'ancienneté, ou bien est-ce par l'acquisition des morceaux de terrain, par exemple, ou aussi une part de l'eau d'irrigation par rapport aux ruisseaux destinés à l'irrigation des champs de l'agriculture? Donc, ma question, c'est comment l'intégration se fait pour arriver à un stade de ce que l'on appelle de fusion totale et enlever tout ce qui peut donner une étiquette à l'un et à l'autre. Je vous remercie. Bonsoir. Quand on n'est pas beaucoup, désolé d'être en retard. J'ai une toute petite question. Je reviens sur cette question de l'organisation sociale qui a été observée, étudiée, analysée dans le monde rural. Et je me demande qu'avec la ruralisation
l'organisation des villes avec l'arrivée des migrants du monde rural au milieu urbain. Jusqu'à quel point cette organisation sociale a-t-elle été transposée dans le milieu urbain? Jusqu'à quel point a-t-elle été présente? Peut-être pas. Jusqu'à quel point a-t-elle été négociée ou... Voilà. Merci. C'est bon? L'appétit vient en mangeant. Il n'y a pas de frustré? Il y en aura toujours. Ah, il y en aura toujours. Pas grave. Tant mieux. Donc, Il faudra tout simplement que ce soit positif. non, c'est un phénomène de santé. Pardon? Être frustré, c'est un phénomène de santé. Oui, oui. Ça veut dire qu'on réagit un peu. Bon, comme le juif, je l'ai dit, bon, il n'y a pas de texte sur les juifs. Il n'y a pas d'extrait, quoique bon, il y a des petites littératures, que ce soit en Tunisie, en Algérie, au Maroc. Bon, on ne peut pas tout faire. Sur l'endo-cognitif et sur l'exocognitif, moi je l'ai dit tout à l'heure, donc Dalija, je ne l'ai pas dit aujourd'hui parce que bon, c'est pas la peine de le répéter à chaque fois. Quand je parle de l'endo, c'est comme dans endogamie, endo-cognitif, cognitif c'est connaissance, c'est un peu de la connaissance, c'est du jargon local. C'est-à-dire vous prenez un texte sur l'histoire du Maroc, sur sciences politiques au Maroc, et vous essayez de souligner un concept analytique. Vous ne trouvez pas. Vous allez trouver des mots locaux, Makhzen, Zawiya, etc. Et c'est ce que j'appelle une zétotranie. Vous appelez c'est-à-dire que tu rajoutes rien. Tu rajoutes rien. Donc c'est l'endo, ça c'est l'endo, comme l'endogamie. Pas d'ouverture sur la littérature traditionnelle. Et je me bats depuis très longtemps, et je continue à me battre, à dire, lorsque vous utilisez Makhzen, pensez à état traditionnel. Pensez à état patrimonial. Et allez voir ce que Marx Weber a écrit sur l'état patrimonial. Ou sur l'état despotique, si vous voulez. Peu importe. Juste aller ailleurs et essayer de voir quel est le rapport entre cette notion locale qui est Makhzen, qu'il faudra, bien sûr, maintenir, mais on voit concept d'état traditionnel, que ce soit en Indonésie, ou en Afrique, ou ailleurs, peut m'aider à comprendre les mécanismes du Makhzen. Et si je reste à répéter Makhzen, Bé'a, Emara, Wala, etc., on n'avance pas. On n'avance pas. Donc c'est ça l'endo-cognitif. Mais je suis également très allergique aux théories de Keynes, uniquement Durkheim, uniquement Weber, uniquement Pariton, sans aucune ouverture sur ce qui se passe à côté des gens. Donc mes cours, parce que j'ai enseigné la sociologie urbaine en arabe pendant une vingtaine d'années. Donc mes cours, il y a toujours David Hart, qui a travaillé sur le Maroc, Paul Pascal, mais également Marcel Mauss, mais également Hambourg, etc. Essayez de faire un peu les deux. Et c'est une confrontation qui est très difficile. C'est une confrontation qui n'est pas facile à faire. Il n'y a pas de norme commune à Ali. Il n'y a pas de norme commune pour les chercheurs. Il y a des traditions théoriques qui ont des noms. Interactionnisme, individualisme, anthropologie interprétative, peu importe. Il y a des noms. Vous prenez n'importe quel manuel de méthode en sciences sociales, vous allez trouver des écoles de tradition. Et chacun trouve un peu la tradition qui répond au maximum à ces questions. Ça peut être une tradition, ça peut être deux, ça peut être trois, parce qu'il y a des affinités entre les traditions théoriques, comme il y a des divergences entre ces traditions. Alors, la question de la rivalisation des villes, vous savez, des fois les concepts sont souvent trop simples. Et dès qu'on parle de ça, dès qu'on parle de Taïef le modèle, il te donne l'exemple, dans un bidonville, il y a des gens qui élèvent des poules. Ah, et moi, quand j'ai parlé d'anthropologie
l'anthropologie des proches de ma mère et de mon père, et j'ai posé la question, je me suis posé la question pour dire. Rituel de la circoncision, ma mère me l'a décrit dans le problème. Voilà comment on fait, voilà comment on fait, voilà comment on fait. Et parmi les objets qu'on utilise, c'est le crottin des petits animaux, chèvres, moutons, chèvres, et d'autres, bien sûr. Et il y a également dans le rituel des relations avec les gens du village. Et je lui ai dit, pour ma circoncision, qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il n'y a pas de crottin, il n'y a pas de gens, il n'y a pas la femme qui va te porter. Et donc, combien même tu veux, toi, immigrant, importer ta culture, il faudra que les conditions ironiques le permettent. Oui, tu es berbère, mais tu habites au 18e. Rappelez-vous, souvenez-vous de tous les problèmes que pose le sacrifice de l'être cuillère et tous les scénarios, tous les détournements pour appliquer cela, pour s'adapter au mode de vie européen. Donc, il y a un va-et-vient, et souvent, on dit Taïf le Moudon, on prend un petit aspect, très, très simple, et on oublie tous les aspects. Les gens sont déjà dans la culture urbaine. Donc, ruralisation des villes, si vous voulez dire, bon, il y a le périurbain, dans le périurbain, il y a des choses, voilà, il y a des gens qui ont un âne, il y a des gens qui ont une vache, il y a des gens qui ont des poules ou des têtes. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, il y a il y a beaucoup d'études sur cette question de la migration, c'est pas mon domaine. Mais la transposition est difficile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de plural. Ça ne veut pas dire que l'organisation sociale dont tu as parlé, et qui est l'équité pour un village X ou Y, ça a été décrit par Ternier et Tosé dans rappelle-moi le livre sur les élections. Ça a été décrit, mais ça a été décrit par d'autres. Donc, les immigrants, qu'ils soient à Casa ou à Rabat ou à Stockholm, comment ils s'organisent pour financer une mosquée, pour financer une piste, pour financer de l'énergie solaire, etc. Avec souvent les mêmes normes d'équité. Des fois, ça peut être la tranche du salaire, etc. On sait que X, non, voilà, vous avez donné 10 000 dirhams. Les autres, 50 000, l'autre 5 000, pardon, 5 000, et l'autre 10 000, enfin, 1000, et ainsi de suite. Donc il y a, mais ça, c'est pas assez étudié. C'est-à-dire, comment s'organise. L'un des séminaires que j'ai animé pendant quelques années, je cherche le débat. C'est sur l'ethnicité. Et l'ethnicité, parce que le passage de la tribu en ville, on ne parle plus de tribu, on parle d'ethnicité. Ethnicité. Parce que j'ai parlé de l'organisation de la mosquée, des canaux d'irrigation, etc. Là, c'est le rural. Mais quand vous êtes à Stockholm, quand vous êtes à Casablanca, qu'est-ce qui reste? Il reste quelques liens culturels, quelques liens sociaux. Et vous découvrez beaucoup de choses. Une culture de solidarité, une culture d'immigration, etc., etc. Mais ça m'éloigne un peu. Je n'ai pas traité de ça dans le livre. Ça m'éloigne un peu de mon sujet. Alors, comme ça, pour les travaux, ça peut être. Vous savez qu'il y a une amie, Mossadegh Kultoum, lorsqu'on était au Tazawat, il a travaillé sur l'encadrement, en tout cas c'était la situation de beaucoup de patients, qui travaille sur les stratégies matrimoniales dans un lieu où il y a les chauffards, les amazirs et les anciens esclaves. L'essentiel, comme j'ai dit tout à l'heure,
vous allez travailler sur le mariage, vous allez travailler sur les élections, vous allez travailler sur l'innovation. Lorsque nous avons travaillé sur les nomades, c'était la diffusion de l'innovation. L'innovation pastorale. Mais il était nécessaire qu'on sache quelque chose, qu'on ait des informations sur la morphologie sociale, sur les structures tribales, etc. Donc peu importe, vous travaillez sur les structures, sur les stratégies matrimoniales, il faudra définir ces stratégies. Définir qui donne des femmes et qui les reçoit. Et s'ils ne les reçoivent pas, il faut pas. Parce que les jeunes femmes, un shérif peut se marier avec une shérife, mais une shérife ne peut pas se marier avec une shérife. C'est illégal. Ce n'est pas. Des fois, c'est juge, mais il y a un texte de mon Dieu, c'est la mémoire est bonne, sur le livre, sur ces stratégies matrimoniales. Je pense que je l'ai mis, parce que j'ai éliminé pas mal. Et donc l'essentiel, c'est ça, c'est quand vous avez lorsque vous avez une question X, d'accord, vous essayez de la confronter avec la stratification sociale. Le mariage, qui se marie avec qui? Et qui ne doit pas se marier avec? Alors, Nazaire, etc. Psychologie, sociologie, tout dépend, ça dépend de quoi. Oui, ça, je sais. Non, tout dépend des professeurs, de ceux qui ont élaboré. Je ne peux pas répondre à leur place. Maintenant, je peux vous dire en quoi la sociologie du droit est importante pour les juristes. C'est un peu la même situation. En quoi la sociologie du droit, je n'ai pas réussi cette fois-ci à enseigner la sociologie du droit. Je l'ai enseigné dans le cadre de la sociologie du droit. C'est tout simplement que les relations juridiques sont des relations sociales. Ce sont des relations sociales. Et donc, parler de la sociologie du droit, c'est de dire comment le droit peut sceller des relations sociales qui peuvent être inégales, égales, et ainsi de suite. Donc ça a été une ouverture. La sociologie du droit éclaire, ou l'anthropologie du droit, éclaire les relations juridiques. Je ne dis pas que la norme n'est pas importante, je ne dis pas que la description juridique n'est pas importante. C'est un éclairage, mais un autre éclairage, c'est de dire, est-ce que c'est effectif? Comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que la norme juridique est claire? Comment on la contourne? Qui a parlé de l'héritage? Voilà un cas où, tu as parlé de l'héritage, voilà un cas où la norme impose, la norme religieuse impose l'héritage. Si vous êtes juriste, et simplement juriste, vous ne pouvez pas répondre à ça. Vous pouvez dire, au mieux, le droit n'est pas appliqué. Il y a un décalage entre le droit et l'application. Et puis, mais pourquoi ce n'est pas effectif? Ça, c'est le sociologue qui vient. Ou le juriste qui s'inspire de la sociologie. J'étais juriste. J'étais juriste, publiciste. Donc, d'abord, excusez-moi, si je peux intervenir, c'est que. C'est lui qui. Non, c'est. Rapidement. C'est que non, le psychologue a affaire avec son patient, mais s'il veut trouver une solution pour son patient, elle a affaire à travailler son entourage, c'est ça? C'est pour cela la sociologie. Moi, je ne suis pas psychologue. Non, c'est la sociologie, voilà, c'est ça ce que j'ai compris. Vous venez de. Il y a une relation, c'est ça, je voulais demander quelle est la relation entre les deux. Je vous ai donné l'exemple du droit. Vous avez parlé de juridique. Donc, voilà, pour la politique, sociologie de politique, voilà. C'est des aspects. Le sociologue, il a un point de vue sur plusieurs phénomènes. Sociologie de la famille, il a un point de vue sur. L'économiste, il a un point de vue sur la famille, le sociologue a un point de vue, le psychologue, il a un point de vue sur la famille. Et donc, comment tout cela se conjugue? Merci. Alors, sur le réchauffement climatique, je ne peux pas vous répondre, sincèrement, je n'ai pas d'informations là-dessus. Je ne peux pas dire est-ce qu'il y a une conscience ou pas une conscience au niveau rural. Je ne sais pas si c'est un enjeu pour les paysans, pour les petits paysans, pour les grands paysans, pour le Mazen, pour l'énergie solaire, pour l'État. Je n'ai pas d'informations là-dessus, sincèrement. Ce n'est pas pour moi. Je n'ai pas d'informations.
Vous savez, oui, on peut dire que la tribu, c'est un jargon. Je peux être d'accord avec toi, Kamel. Mais quand quelqu'un comme Machel Michel m'a fait son livre, a commencé à parler des tribus en décrivant les supporters de telle ou telle équipe, au club, des fois, ça pose problème. Il y a des mots qui meurent et puis qui reviennent sous des formes un peu métaphoriques, un peu exagérées, etc. Mais l'essentiel, ce n'est pas ça. L'essentiel, ce n'est pas la tribu. L'essentiel, c'est le concept de structure sociale. Il est appliqué maintenant à la tribu. Est-ce que le mot structure sociale, si je l'applique au parti politique, si je l'applique à l'État, si je l'applique au gouvernement, peut être significatif ou pas, pertinent ou pas? C'est ça la question. Je l'ai appliqué à la tribu, mais est-ce qu'il est transposable ailleurs? Quelles sont les limites de l'usage de la structure sociale? Parce qu'il y a des limites. J'ai toujours travaillé action individuelle, structure sociale, contexte social, situation. Je combine au moins 3-4 entrées pour comprendre les nomades, pour comprendre les gens de la classe, etc. Pour l'islam au quotidien, nous étions 3. Je suis co-auteur. Mohamed Touzi et Mohamed Ayadi. Voilà un exemple, tu m'en donnes l'occasion, Aïssa, je t'en remercie. Un exemple, je ne l'avais pas en tête, hein, je ne l'avais pas en tête avant de venir. Mais lorsque nous avons travaillé sur la prière, lorsque moi la partie que j'ai prise en charge, l'une des questions que je me suis posée, c'est quelle est la place de la prière en assemblée. Ça va, Et l'une des conclusions, c'est que la religiosité est beaucoup plus individuelle que collective et communautaire, à partir des statistiques. Les gens prient beaucoup plus individuellement que collectivement. D'accord? Ça, je ne parle pas des pics. Je parle du quotidien. Et donc voilà une manière individu-communauté, mais par rapport à une pratique religieuse. ولكن في صلاة العصر تلاحظوا بأن الجوامع تكون عامين. Contrairement aux autres. Nous, c'est un échantillon national. C'est un échantillon national. C'est pas j'ai vu ici ou là. C'est un échantillon national. Et j'ai avoué dans une émission à l'époque de 2009 avec mes enfants, j'ai avoué mon incapacité, je l'avoue encore, mon incapacité à expliquer, interpréter pourquoi les ruraux prient moins que les citadins. Je n'ai aucune idée. Parce que les statistiques ne permettent pas de répondre à ce question. Donc il faudra que je retourne les. Alors que normalement, lorsqu'on parle de l'Ural, lorsque celui qui ne prie pas, il est pointé, il est connu, hein, parce que c'est un petit village, c'est une petite mosquée, on sait qui prie et qui ne prie pas, alors que on vit dans le tremblement. Personne ne le saura. À moins de venir avec les sbibas. On ne sait pas. On ne sait pas, on ne peut pas dire, sincèrement. Maintenant, c'est un échantillon national où il y a des femmes. Il ne faut pas oublier. C'est 36% des femmes. Donc, ce n'est pas. Bref, peu importe. L'idée, c'est de faire nomadiser les concepts. Moi, je n'ai jamais travaillé sur un projet, puis quand je quitte pour un autre projet, le data, c'est sédentaire, le rituel, les nomades, etc., l'économie, et je dosin le travail. Donc, j'ai travaillé chez les dosin. Toujours dans ma boîte de type, je trouve concept de changement social, concept de morphologie, de structure, etc. Je ramène avec moi chez les nomades. Sinon, je ne sers à rien. Je ne sers à rien. Alors, sur l'intégration, quel est ton prénom? Mohamed quoi? Bassine. Alors, c'est Mohamed. Sur l'intégration, c'est une question très très large. L'intégration des étrangers. J'ai un papier sur les étrangers au bilan là. Un papier que tu peux consulter si tu as envie. Il est sur l'Académie, uniquement consacré aux étrangers. Ici, j'en parle à travers d'autres auteurs, et à travers également
justification. Alors vous avez toujours, moi j'aime bien l'image de l'échelle, pas une opposition noir-blanc, mais une échelle avec noir et blanc, mais entre les des variations. L'échelle, c'est l'étranger ne peut pas, enfin l'extrême de l'échelle, c'est l'étranger ne peut pas intégrer, quelle que soit la situation. Même au bout de 8 générations, 9 générations, tu vas rester étranger. Ça, nous avons des études sur ça. Mais vous avez également des sociétés ou des communautés où l'intégration est très rapide. Là où c'est fermé, l'étranger ne peut pas acheter ni la terre ni l'eau. Des fois, il peut acheter la terre, mais jamais l'eau. Jamais l'eau. Des fois, il peut acheter les deux. Donc ça dépend de l'ouverture de telle ou telle communauté. Quand nous avons travaillé à Belgique, j'ai demandé à un chien, il me dit une formulation. Il m'a dit c'est motogramme. C'est la réponse philosophique. C'est motogramme. Jusqu'à ce que la mémoire s'éteigne. Donc vous avez, même vous êtes intégré, c'est un village dortoir. Et on va te dire toujours le chaoui de quelque chose, le programmé de quelque chose, ça n'a pas d'incidence. Mais il faudra attendre que la mémoire s'éteigne pour que tu deviennes casablancais ou que tu deviennes français de souche. Les français de souche, c'est uniquement que la mémoire s'est éteinte. Personne ne peut aller plus loin. Donc il y a, et puis l'autre élément, c'est votre statut. Un shérif peut intégrer facilement le village. Un frère, comme c'était le cas de mon grand-père, c'était facile d'intégrer le village, parce qu'il était un frère. Il était étranger 2 fois. Mais mon arrière-grand-père ne l'a pas été, mais pour des raisons que je dis. Donc c'est une question très importante parce que ça dit quelque chose sur l'ouverture de la communauté, sur la rigidité des structures sociales, sur la rigidité de la stratification sociale, et ainsi de suite. Maintenant que les haratés qui étaient exclus de la terre, qui étaient des métayers, sous contrat, que ce soit ici, que ce soit en Algérie, c'est encore beaucoup plus flagrant, en tout cas plus explicite en Mauritanie. Des esclaves. Ou des esclaves. Là, c'est que les métayers, c'était des esclaves. Non, c'était pas des esclaves. C'était pas des esclaves. Les haratés n'étaient pas des esclaves. Même l'hypothèse de esclave affranchi, parce qu'il disait c'est-à-dire qu'il est libre. Mais il y a les haratés qui sont des agriculteurs, peu importe ça, je peux pas trancher. Non, ce n'était pas des esclaves, c'était des métayers, et bon, ils ne travaillent pas pour une seule personne, ils peuvent négocier, travailler pour X ou Y, vous êtes un esclave, et travailler gratuitement. Et deux, il a un maître. Là, ils étaient quand même relativement libres, ils peuvent travailler sous contrat, le 5e, et puis après l'indépendance, ils ont négocié de tiers, et ainsi de suite. Mais déjà avec la colonisation, avec l'immigration surtout, après l'État indépendant, bien sûr, ils ont émigré, ils ont rapporté de l'argent, et puis ils ont mis le paquet, les shérifs, les chauffeurs, les almaziens, étaient obligés de vendre, parce que le prix était alléchant. Et puis lorsque le Maroc a adopté le suffrage universel, ils étaient nombreux. Et donc la démographie a joué avec eux. Et les almaziens et les chauffeurs étaient mécontents. Qu'est-ce que c'est que ce suffrage qui va porter un Hatali au conseil communal? Ça a mis du temps. Maintenant, c'est relativement normal, mais dans les années 60 et 70, un collègue marocain qui a travaillé sur ça, sur les haratis, sur les élections, il offre des descriptions relativement intéressantes. Je pense que c'est bon. Hein? Oui, c'est très bien.